Bonsoir. Un conseil des ministres s'est tenu cet après-midi au palais présidentiel. Le chef de l'État et ses plus proches collaborateurs ont traité, entre autres, des prochaines élections législatives. On fait le point tout à l'heure dans le Live Actu. En économie, ce sont les producteurs de cacao qui essaient de trouver des solutions pour mieux écouler leurs produits. La plateforme des organisations de la société civile et des producteurs engagés dans le dialogue politique dans la filière cacao était hier en conférence de presse. Nous y reviendrons. Et sur le plan international, un sommet extraordinaire des États de la CEDEAO s'est tenu hier par visioconférence. Cette rencontre était organisée en prélude au prochain sommet de l'Union africaine. Quelles sont les décisions prises lors de cette réunion? La réponse dans cette édition. Et ce soir, il sera question de des législatives à venir et de leurs enjeux. Pour en parler, nous serons en compagnie de M. Ibrahim Koulibaly Cuibière. Il est président de la commission électorale indépendante, avec qui nous resterons un peu plus longtemps qu'à l'accoutumée, puisqu'il sera à nos côtés pour l'After Talk. Nous sommes mercredi. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, bien bonsoir à vous téléspectateurs et à mes amis autour de cette table. Bienvenue sur Live TV pour ceux qui nous rejoignent. Et si vous êtes là depuis tout début, merci de choisir les programmes de la télé sans filtre. Autour de cette table, il y a une floraison de couleurs. Oui, il y a la sublime Rabia Diallo qui est en jaune ce soir. Merci. Bonsoir, comment ça va Rabia? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Je vous ai surpris en train de danser. Bon, j'ai décidé de tout balancer depuis qu'Edith Brou a balancé un certain nombre d'informations me concernant. J'ai décidé, oui, de balancer tout ce que je voyais. Oui. Donc, Rabia Diallo était en train de danser dans les couloirs de la télé. Eh ben, elle dansait sur quoi? Elle dansait sur une musique qu'elle a retrouvée. Ah, interesting. C'était du rap ou c'était de... C'était la chanson de Cassie. R&B. Ah, ouais, du R&B de 90-2000. Je suis assez nostalgique en ce moment. Aussi, cette période-là. Ah, c'est Life. Lifeuse. Ouais, oui, mais bon, je pense que c'est pas une nouveauté. On danse de l'autre côté, les vendredis, on s'enjaille. Donc c'est un entraînement. Vous dansez? Là-bas, vous dansez? On danse dans cette... Ah bon? D'accord. Très bien. Je crois que je vais commencer. Oui. Non, mais c'est le week-end, en principe, on danse le week-end. Vous ne dansez pas que le week-end, monsieur Serge Kouachi. En général, pour les populations actives qui travaillent en semaine, on danse le week-end. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle solidarité. Il faut lutter savez pour qu'on très danse bien. au moins le jeudi. Non, mais après, de toute façon, Serge Kouachi, je ne sais pas trop si ça l'arrange d'être solidaire de ce mouvement-là. Donc... Oui, c'est vrai. J'ai également des images de vous en train de danser. Je comprends pourquoi vous ne souhaitez pas qu'on évolue là-dessus. Bonsoir Serge, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. Madame Bleu est en blanc. Bonsoir Brice. Comment ça va? Et en Bien, blanc. et toi? Oui, retour de la paire de lunettes. Elle est magnifique, la monture. Magnifique. Ah, Merci franchement, infiniment. Il fallait que je la montre. Oui. Elle est assortie à un certain nombre de... assortie non, à tout. Oh, c'est gentil. C'est la c'est paire de lunettes. The paire de lunettes, merci de préciser. Très bien. Je ne donnerai pas le nom de la marque. sinon Non, pas du tout, pas voilà. du tout. De peur que certaines personnes... Ouais, bien sûr, tu vois. elle copier. Voilà. Ouais, c'est ça. Shine, shine. Sophia est là. Hello, Brice, ça va? Ah, merci, ça va. Yes. J'ai vu le truc, c'était bien. Tu as aimé, hein? Ah, j'ai Tu as aimé, j'ai mon aimé. post sur I Instagram. like it. You know, Okay. Say what I'm saying. I understand what you're saying. Le petit... Parce que vous êtes sur Instagram. Oui, je suis sur Insta, monsieur Kouachi. Maintenant? D'accord, ok. Bon, l'ambiance elle est plutôt bonne sur le plateau pour dire qu'on va faire une superbe émission et puis on espère que vous allez nous suivre tout au long de celle-ci. Vu qu'en plus on est ce soir en live sur Facebook, on dit bonjour à tous les internautes, bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent ici ou ailleurs. Vous avez dit bonjour, bonsoir, vous avez compris pourquoi? Ouais. Parce que dans certains pays c'est encore le jour. Exactement, On est exactement. suivi partout. Comme aux États-Unis, par exemple, you know? I know. Yeah. So, Continue. il continue. C'est parti pour 52 minutes d'information, d'analyse, de décryptage de l'actualité. On va tout de suite commencer par le Live Actu. À tout de suite. Un jour, je me suis posé la question, pourquoi je me pressais? À partir de cet instant, je prends mon temps.
Alors, on va commencer par les points d'actualité nationale, de l'actualité nationale, les points de l'actualité nationale, une présentation. On ne sait pas avec quoi il allait s'accorder. J'allais avoir des explications à donner sur la toile. Bon, alors, les points de l'actualité nationale, le tout premier, c'est le point concernant les législatives et l'ouverture de la campagne électorale fixée au 26 février. On en a parlé. Oui. C'est devenu officiel. Après ce Conseil des ministres-là, c'est fixé effectivement au 26 février. Et voilà, ça a été une décision du Conseil des ministres de ce 3 février. Et 4 décrets ont été adoptés dans le cadre de ces législatives 2021. Et je cite, sur proposition de la CEI, qui est l'organe électoral, 205 circonscriptions électorales ont été créées pour 255 députés, 10 759 lieux de vote et 22 135 bureaux de vote sont prévus sur l'ensemble du territoire ivoirien. La campagne électorale est ouverte donc ce vendredi 26 février 2021 à minuit et close le jeudi 4 mars 2021 à minuit également. Quand vous dites c'est le... Pardon ? Oui, c'est le 21 février. Et donc, ça a été dit par le porte-parole du gouvernement lors d'un point de presse après ce Conseil des ministres-là. Une semaine de campagne donc est prévue pour les candidats retenus pour convaincre les électeurs. Et en attendant, comme on a dit ça hier, tout électeur justement a le droit de contester l'éligibilité d'un candidat à ces élections législatives à l'Assemblée nationale. Mais pas que, mais pas que. Oui. Il y a pour certains sur qui il y a des litiges qui ont le temps aussi de produire des documents qu'on leur a demandé, qui pourraient justifier un certain nombre de choses. Et pour ceux qui auraient envie de contester, ça doit se faire au niveau du Conseil constitutionnel. Voilà, pour donner la bonne information, on ne sait jamais. Merci, bien. Et donc, le dimanche 31 février 2021, Inch'Allah, la commission électorale indépendante, le dimanche 31 février. Ah non. C'est ça, 28 février, pardon. Il y a eu, faites comme Fali Poupa. C'est sur ma fiche, attention. Donc, la commission électorale a publié une liste provisoire de 1266 candidatures retenues pour ce scrutin ivoirien qui se tiendra donc ce 6 mars prochain. Très bien. Dans tous les cas, on a l'honneur de recevoir tout à l'heure sur ce plateau le président de la commission électorale indépendante qui donnera plus de détails donc, sur ces différentes informations. Puis on aura aussi des questions à lui poser, des questions que se posent les Ivoiriens, certains Ivoiriens sur ce plateau-là. Voilà, on le fera avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Rabia. De rien. Merci. On aborde un autre point. Cette fois, c'est un mécontentement. Ou, si vous préférez, des solutions qu'on trouve pour essayer de calmer certains mécontentements. Alors, c'est la vente du cacao, donc des solutions sont proposées par les producteurs. Alors, on a dit qu'on n'était pas content, on a tiré ceux qui on devait tirer, et puis en moment donné, ça s'est dit, bon, alors, quelle solution on trouve pour pouvoir régler cette question de mévente, une bonne fois pour toutes. Et comme on dit aussi, à tout problème, une solution. Ou aux grands mots. Aux grands mots, les grands moyens, et surtout lorsqu'on est au cœur du problème, c'est bien de se plaindre. Mais si on a des propositions également à faire, qu'on puisse le faire et en espérant qu'on puisse être écouté. Et je pense que ça a été le cas. D'accord. Et ces propositions sont venues de la plateforme des organisations de la société civile et des producteurs engagés dans le dialogue politique dans la filière cacao en Côte d'Ivoire. Et c'était lors d'une conférence de presse le mardi 2 février. Et la plateforme a demandé, en tout cas elle a appelé l'État à jouer son rôle. Donc, au nombre des solutions qui ont été proposées par cette plateforme, donc, il y a l'organisation d'un débat national pour mieux éclairer les producteurs. Ensuite, il y a une réforme en profondeur du Conseil Café-Cacao, donc le CCC, afin de remettre les producteurs au sein du dispositif de gestion de leur filière, parce que ça leur appartient. Et enfin, il y a l'activation du fonds de garantie pour acheter les stocks de produits actuels pour soulager les productrices et producteurs qui souffrent de cette situation de mévente qui n'a que trop duré. Et on a les propos de Adon Désiré, qui est porte-parole de cette plateforme, qui a déclaré « Cela fait 10 ans que les prélèvements sont faits sur les prix du cacao. Il est temps que l'État reverse cette ponction aux producteurs. Et par ailleurs, le gouvernement a soutenu des entreprises victimes du Covid-19. Pourquoi le gouvernement ne ferait pas autant pour nous,
les producteurs de cacao. Donc la plateforme a invité l'État à appuyer, à encourager la transformation locale du cacao par les petits transformateurs. Et la plateforme a également demandé d'organiser des rencontres avec les préfets de région pour leur présenter la situation de crise. Et elle a invité également à éviter de s'endetter, en tout cas les producteurs de leur corporation. Elle les a invités à éviter de s'endetter auprès d'acheteurs véreux qui pourraient profiter de la situation et surtout à sécher et stocker le cacao dans des conditions idéales pour minimiser les pertes qui sont liées au stockage. Donc pour terminer, on a eu des promesses qui ont été faites par le ministre Adjoumani donc, lors de l'inauguration du premier centre de services agricoles à Bengourou. Il a déclaré « Soyez rassurés, des solutions vont être prises très bientôt qui permettront d'évacuer les produits qui sont entre les mains des paysans et également assurer leur transport vers les pays consommateurs de notre cher cacao. » J'aime bien comment vous avez... Pourquoi t'as souri? Non, ça va. Soyez rassurés. Le cacao, le chocolat, tout ça, mais, ça donne le sourire. Au niveau de la communication, je pense qu'on a réussi quand même quelque chose de formidable autour de l'image du ministre Adjoumani. À chaque fois qu'on pense à lui, on pense à une certaine danse. Ça fait sourire. Et à sa prestance aussi. Ouais, un certain passage sur ce plateau aussi. Oui, effectivement. Ça fait moins sourire. Parodie Voilà, une aussi. certaine parodie. Ah oui, aussi. Non, mais pour revenir à C'est une bonne nouvelle. C'est déjà un premier pas. Je vais faire mon Serge Kouachi aujourd'hui en disant... Je vais sur toi. Oui, je pense. Quand on a abordé la question des solutions proposées, franchement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus concret. Parce que là, sur le coup, on est encore dans la littérature, dans les discussions, des propositions. Il faut une réforme, on va discuter avec... Et puis l'autre, on dit, comme il a dit, il a rassuré. Rassurer, Voilà. faire des promesses. Mon très cher Brice, je n'aurais pas fait mieux. Voilà, on vous assure que le transport de d'autres marchandises sera fait vers les pays consommateurs, mais pour l'instant, on n'a pas de date. C'est vrai qu'on a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne hier, donc il y a un partenariat qui est censé être gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne concernant la transformation et la vente du cacao pour que ça profite aussi aux producteurs. Mais on attend des dates. Il a parlé d'énormément d'argent, en tout cas, qui seront injectés dans ce secteur. Mais eux, les producteurs, ils ont besoin de concret. On sait que depuis le mois de novembre, des centaines de milliers de tonnes de cacao sont encore stockées et en attente dans les 2 ports de la Côte d'Ivoire. Donc, pendant ce temps, les producteurs qui sont coincés sont obligés de vendre à moins de 1000 francs leur stock de cacao qui sont en train de traîner dans leur coopérative. Donc, ils demandent peut-être juste à l'État de compenser en achetant avec le fonds de garantie ce stock de cacao. Donc, d'où il faut une date précise, parce que là, on tend vers mars. Et la saison est en train de finir. Donc, il faut vraiment les libérer. Ce qu'on a stocké là, même si c'est dans les meilleures conditions, plus le temps passe. Après, forcément, ce n'est plus de bonne qualité, alors que les pays européens sont devenus très rigoureux dans la qualité du cacao, dans l'éthique concernant l'environnement de récolte du cacao. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ils ont envie de dire que c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué, disent les producteurs, c'est compliqué, dit le gouvernement, c'est compliqué, disent même les consommateurs. Donc, du coup, il faut impérativement... Et il faut s'attendre peut-être à une hausse du prix du chocolat, des tablettes de chocolat qui sont déjà des biens de luxe, comme on le sait. Là, ça va certainement tomber. La solution à 2000 francs la tablette. La solution définitive. Ça dépend des marques. Madame Diallo fait une proposition. Moi, je pense que la solution définitive serait de pouvoir appeler des fonds d'investissement et d'investir dans la production de chocolat en Côte d'Ivoire. Oui, la transformation. La transformation du cacao en chocolat en Côte d'Ivoire pour éviter... mais on n'est pas très consommateur. C'est des fonds d'investissement étrangers, on va dire. Alors qu'on a déjà des acteurs locaux qui ont commencé une sorte de semi-industrialisation. Ce sont des acteurs ivoiriens. On a Axel Emmanuel qui fait de la transformation. Ils sont une quinzaine qui le font sur place, qui ont des marques locales. Et justement, qui se plaignaient de ne pas avoir assez de soutien. Pour construire des usines et pour pouvoir passer à l'échelle. Justement, passer à l'étape supérieure. Mais comme Brice, quand tu dis qu'on n'est pas forcément consommateur, mais justement, on peut exporter ce chocolat de très bonne qualité dans la région africaine. Comme tout le monde, en fait. Etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, des chocolatiers sur place ont prouvé qu'on était capable de transformer et
je dirais, fabriquer du bon chocolat sur place en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on devrait tendre dans les 10 ans ou 20 ans à venir à avoir nos propres industries et à pouvoir produire sur place et exporter un peu partout. Et à ne plus être dépendant du cacao, du café aussi, surtout, je pense, dans 10 ans, 20 ans, pour que, quand il y a des crises qui arrivent, on ne soit pas dépendant de Londres, parce que c'est Londres, le marché londonien qui fixe le prix du cacao. Donc, si on est dépendant, à un moment, on tourne en rond. C'est le chat qui se mord la queue, en fait. Exactement. Bon, on aborde le point international avec Sophie Aïda, et cette fois, c'est au niveau du renouvellement des instances de l'Union africaine. La CEDEAO est d'accord pour parler d'une seule voix. D'une seule voix, oui. Alors, hier, mardi 2 février 2021, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a eu lieu par visioconférence. Alors, c'est un sommet qui a porté sur la préparation du prochain sommet de l'Union africaine qui aura lieu les 6 et 7 février, donc ce week-end. Il s'agissait donc pour les dirigeants ouest-africains d'harmoniser leurs vues et leur position au sujet du renouvellement des organes de l'Union africaine, notamment la présidence et la commission de l'Union. Alors, à l'issue du sommet, au niveau de la présidence de l'Union africaine, le Sénégal a été retenu comme unique candidat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour la période de 2022 à 2023. Le président sénégalais Macky Sall, je fais un clin d'œil à Rabia qui me regarde. Le président sénégalais Macky Sall s'est d'ailleurs exprimé sur son compte Twitter et puis il a dit, je cite, « Je me réjouis des conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO de ce jour. Le Sénégal a été endossé comme candidat unique pour occuper le poste de président en exercice de l'Union africaine réservé à la CEDEAO sous-région ouest africaine pour la période de 2022 à 2023. » Il n'a pas manqué non plus d'adresser ses remerciements à ses collègues des pays membres de la CEDEAO pour cette marque de confiance à l'endroit du Sénégal. Alors on rappelle quand même aussi que le président congolais Félix Tshisekedi donc, devra lui assurer à compter du 6 février la présidence de l'Union africaine pour la période 2021 à 2022 en succession au Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Alors, au niveau de la commission de l'Union africaine, le mandat a pris fin également. Et donc, concernant l'élection des membres de la nouvelle commission, les chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO entendent également parler d'une même voix, tout comme pour la présidence. La conférence s'est accordée sur l'ordre des priorités. Et donc, la première, ils ont décidé de soutenir en priorité la candidature du Nigeria pour le poste de commissaire affaires politiques, paix et sécurité. Et ils ont également décidé pour le second poste de commissaire qui sera attribué à la région de l'Afrique de l'Ouest, que ce poste sera pourvu par le Burkina Faso en tenant compte évidemment de la parité du genre. J'y tiens. Voilà. Deux points, en tout cas, retiennent-moi mon attention. Le premier, c'est concernant la visioconférence. Oui, alors aujourd'hui, voilà, vous apprêtez à en parler également. Alors, on vient de se rendre compte, Covid oblige, qu'on peut organiser ce genre de sommet-là. Économiser beaucoup d'argent dans l'organisation de sommets, le déplacement par avion, les délégations, les hôtels, et tout ça. Et on voit des chefs d'État qui peut-être en temps normal... Et du temps aussi. Voilà, du temps aussi. En temps normal, auraient été peut-être récalcitrants à faire de la visioconférence parce que bon, ils ne sont pas habitués à ça. Mais là, on les voit debout. Il y en a peut-être qui sont en train de régler la caméra. C'est assez iconique quand même. La Côte d'Ivoire se retourne dans sa tombe, je pense. Pourquoi? Non, ils ont des avions personnels. Voilà, ils ont des avions personnels des différents présidents. Moi, c'est l'image qui m'interpelle, le candidat unique Ah oui, et la chaise est vide en fait. L'image non, mais c'est pas. L'image de qui? De Macky Sall. Voilà, il n'est pas sur son siège, mais bon, je pense que c'était une capture d'écran. Oui, je sais, mais bon, après moi, quand je vois cette image-là, j'ai eu le réflexe de chercher mon président et puis je ne trouve pas quoi. Bon. He was there. Trust me, il s'est exprimé sur son compte Twitter, donc ça veut dire qu'il était là. Non, clairement, il est là. Mais comme dit Edith, moi, franchement, tout à l'heure, j'y ai pensé et je me suis dit, c'est la magie de l'Internet, on devrait aller vers ça. De toute façon, ça on n'a pourrait pas le choix. économiser énormément. On n'a pas le choix. Le sommet, je suppose que le sommet ce week-end sera certainement aussi en visioconférence. Donc, on n'a pas le choix. La Covid a montré, en fait, a été le meilleur outil pour transformer, pour montrer aux chefs d'État
que la transformation numérique est possible. Exactement, On a laps de temps. nécessaire, parce que je pense Ouais. que c'était surtout ça. Ils ne voyaient pas forcément la L'intérêt, nécessité. Et l'importance. aujourd'hui, Le deuxième What point, can we do? vous parlez de nécessité. Le deuxième point qui retient mon attention, c'est aujourd'hui, quand ils finissent, les chefs d'État, de parler de toutes ces questions de présidence de l'Union africaine, qu'est-ce que ma voisine à la maison, qu'est-ce que ça change dans sa vie? Ouais. En quoi elle est impliquée, elle est intéressée? Parce que je crois qu'à un moment donné, il va falloir sortir un tout petit peu de pardonnez-moi l'expression, de ce club, pour pouvoir essayer d'intéresser les populations à ces questions-là. Parce que la question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, quel est l'intérêt aujourd'hui pour la population que l'Union africaine, que la présidence se retrouve au Sénégal plutôt qu'en Côte d'Ivoire? C'est des critiques qui ont été faites depuis longtemps, que ce soit pour la CEDEAO, l'Union africaine et tout. Bon, on a vu que dernièrement, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO s'est réunie. Quand on parle de la CEI, nous tous on est concernés, on a Oui, envie de bien voir sûr, la CEI. effectivement, c'est local. Mais au l'Union plan africaine, tout le monde dit C'est au plan local, mais Ouais. ils se sont réunis dernièrement pour prendre des mesures pour harmoniser le prix, des tests tests Covid, par exemple. Ouais. Donc, il y a beaucoup de mesures, en tout cas, certaines mesures. C'est resté qui ont été prises. pour l'instant, c'est encore Ouais, c'est une mesure. On aime bien le terme. Une promesse. Il faut que ça soit appliqué, on espère. Mais bon, on espère qu'ils feront beaucoup plus dans les prochains mois. Et surtout qu'ils communiquent. Je pense que c'est de communiquer sur ce qu'ils font. Parce que je pense que là où il y a une distance, c'est le fait... Bon, on entend parler des sommets, on entend parler des conférences, etc. Ouais, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'ils font. Très bien. Donc, la communication, c'est important. C'est bien dommage, parce qu'avant, on aurait dit, ils nous auraient invités à un sommet pour qu'on essaie de bien comprendre. On Mais peut là, toujours être invité en visioconférence. En visioconférence. Donc, il y aura le président de la Côte d'Ivoire, et puis on est derrière maintenant. Voilà. Et puis, c'est à ce moment que ça va être intéressant. C'est là que ça va être intéressant, parce que celle qui a dit ici, je cherchais mon président, elle ira là-bas. Il se met derrière son président. C'est là que ça va être intéressant. Allez, on va marquer une pause avant de retrouver notre invité. Parce qu'il y en a 3 aujourd'hui, parce qu'il y a une autre partie tout à l'heure dans le canapé, ça sera l'After Talk. Notre invité du jour est M. Ibrahim Koulibaly Kuibiat. Il est président de la Commission électorale indépendante. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, monsieur. C'est la deuxième fois que nous nous retrouvons sur ce plateau avec beaucoup de plaisir. C'est un emploi du temps très chargé, mais vous avez tenu à être présent pour éclairer à l'antenne des uns et des autres concernant les points de cette élection législative-là. Et tout de suite, on va en parler avec les candidatures qui ont été retenues pour cette législative du 6 mars prochain. J'y arrive. En attendant la validation définitive du Conseil constitutionnel, on aimerait bien savoir comment s'est fait l'examen de chaque dossier. Il est bon de préciser que l'élection des députés est différente de l'élection du président de la République. Très bien. En ce sens que l'élection du président de la République porte sur une seule circonscription électorale, alors que pour les députés, c'est plusieurs circonscriptions. On en distingue 205 pour 255 sièges. Alors, le candidat, quand il dépose son dossier, comme la loi le prescrit, il appartient à la commission électorale indépendante d'exercer 2 offices. Le premier, de vérifier la conformité des dossiers déposés par le candidat à la loi. Il y a un certain nombre de dossiers matériels à déposer, l'extrait d'acte de naissance, le certificat de nationalité, le casier judiciaire, la régularité fiscale, le certificat de résidence, ainsi de suite. Ces pièces nommément désignées, nommément identifiées, doivent correspondre à la loi et dater de moins de 3 mois. Si tel n'est pas le cas, immédiatement, le dossier est rejeté. C'est le premier office. Le deuxième vise à examiner dans le fond les conditions d'éligibilité. Savoir s'il a 25 ans, s'il est ivoirien, s'il n'a pas commis d'infraction le rendant inéligible et s'il réside de façon permanente sur le territoire ivoirien, à l'exception des différents cas prévus par la loi. D'accord. Voilà l'office de la commission électorale indépendante quand elle reçoit l'ensemble des dossiers des candidats. Vous avez parlé tout à l'heure, concernant le point de la forme, que lorsque la forme n'est pas en conformité, le dossier est rejeté. Il est suspendu, il est rejeté. Qu'est-ce qu'on fait? On demande au candidat, au cas où une pièce est manquante, de la rajouter ou le dossier est complètement rejeté? Alors c'est une pratique, mais sinon ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que c'est rejeté. Mais dans un esprit d'apaisement, on invite le candidat à remédier à cette difficulté-là.
Donc on lui demande si c'est un certificat de nationalité qui n'est pas daté ou qui n'est pas signé ou bien qui est plus de 3 mois, on lui demande d'aller corriger cette irrégularité et à lui de revenir dans le délai requis. Mais Quel sinon, est le délai général imparti? non, on fait de sorte que jusqu'à la période de réception, jusqu'à la fin de la période de réception, on a pu Il y repêcher. a eu des cas pour cette législative-là. Mais autant que vous pouvez imaginer, comme s'ils n'avaient pas prévu d'être des candidats à l'élection. Qu'est-ce qui manquait en général? Généralement, le certificat de régularité fiscale, mais toutes les pièces d'ailleurs. Il y a certains qui nous ont envoyé des casiers, comme on appelle des extraits d'actes de naissance photocopiés. Bon, ce sont des Ivoiriens, on leur demande d'aller, comme on appelle ça, voir l'officier de l'état civil, à l'effet pour ce dernier là de leur délivrer un extrait d'acte de naissance. C'est qu'ils font d'ailleurs. Ils viennent et puis ils le font. Question d'apaiser un peu. Sinon, en principe, il était conforme à la loi de rejeter les dossiers. Effectivement. Voilà. Vous leur avez dit simplement, allez chercher votre casier original, Voilà, revenez. vous revenez. D'accord. Alors, c'est cette liste provisoire. On a 1266 candidatures donc, qui ont été retenues. Oui. Et on compte 807 candidatures indépendantes. C'est assez important. Comment vous appréciez les enjeux des législatives avec ce nombre, en tout cas ce fort taux de candidats indépendants? Alors, il est bon de préciser, madame, qu'en fait, les 1266, c'est le nombre de dossiers. Ce n'est pas le nombre de candidats. C'est le nombre de dossiers. Le nombre de candidats, c'est 1587. C'est ça. On Parce compte les candidats, les individuel- suppléants individuels. Voilà, individuellement pris, c'est 1587 candidats. Mais le nombre de dossiers, c'est 1266. Effectivement. Évidemment, dans certains dossiers, pour les élections de liste, pour les scrutins de liste, il y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver sur la liste. Donc voilà un peu. Donc c'est 1587. Vous multipliez par 2, ça fait 3174 candidats. Et en concernant l'ensemble. les candidatures indépendantes et ce fort taux de candidats indépendants? Vous voyez, 705. Oui, non, oui, je suis d'accord avec le nombre, on le rectifie. Mais comment vous appréciez ces législatives avec ce fort taux? De candidats, De candidats indépendants. indépendants, oui. Ah, mais pour moi, je considère toujours que c'est l'engouement. C'est la preuve que les Ivoiriens ne sont pas seulement liés à un parti politique, à une formation politique. Parce que ce dont il est question, c'est de venir voter la loi qui va régenter les Ivoiriens. Donc on n'a pas besoin forcément d'être dans un parti politique pour être député. Donc c'est la preuve qu'il y a une certaine indépendance qui se crée vis-à-vis des citoyens, un engouement pour la chose électorale, ce qui n'est pas mauvais pour la commission électorale Et indépendante. une petite question, est-ce que le taux d'origine en tout cas pour les candidatures indépendantes, est élevé Non, par pas du rapport tout. aux partis politiques ou au groupement des partis Non, politiques? non, pas du tout. Ok. Non, pas du tout. Ce qui est peut-être important à préciser, madame, c'est qu'il arrive que certains candidats indépendants se désistent de leur action. Voilà. Ça, c'est arrivé. On a eu 10 désistements. Et très souvent, c'est dans le camp des candidats indépendants. On suppose que Alors, les partis politiques, ils sont ce sont habitués. des alliances. Voilà. Ce sont des alliances qu'ils font. Ils viennent, lui disent, bon, écoute, retire ta candidature, certainement à une autre élection, on va te soutenir. Ça, ce sont des alliances qui sont conformes à la loi. Très bien. Alors, vous avez parlé d'engouement tout à l'heure. Celui qu'on n'a pas constaté, c'est celui des femmes, parce qu'on enregistre à peu près un peu plus de 200 candidatures féminines. Est-ce que les partis politiques ont respecté les 30% de quotas exigés? Oui. Alors, je vais vous expliquer sur la participation des femmes à l'élection. C'est la Constitution qui le dit. La Constitution dit, en son article 36, que l'État s'engage à promouvoir les droits politiques de la femme en garantissant leur succès dans les représentations des assemblées élues. Voilà ce que la Constitution dit. Et fort de cette disposition, le Code électoral, appliquant cette disposition, dit que toute liste de candidatures dans une circonscription de plus de 2 sièges ne sera acceptée si elle comporte 30% de candidatures féminines. Voilà ce que le Code dit. Mais il se trouve qu'une deuxième disposition, celle portant loi, bien entendu, des femmes, portant donc représentation des femmes dans les représentations élues, vient corser la chose. C'est ça qui est le mot qui correspond. Oui. Vient corser la chose. Ce n'est plus dans des circonscriptions de plus de 2 sièges, mais les 30% vont être appréciés par rapport au nombre de sièges. C'est-à-dire, si vous vous présentez
Dans tous les sièges, ça fait 255 sièges. Il faut 30% de 255. Ça fait beaucoup. Ça fait 75 par là. 75 femmes. Et puis, le décret d'application de cette loi vient aggraver encore la situation pour dire que les 30% vont s'appliquer en fonction du type de scrutin. On distingue deux types de scrutins. Le scrutin uninominal pour un siège et puis le scrutin des listes où il y a plusieurs listes. Alors, dans ce cas, c'est 30% sur chaque type de scrutin, ce qui est différent de ce que la loi a dit et ce qui est différent de ce que le Code électoral a dit. Alors, ces trois instruments juridiques encadraient la participation des femmes dans la représentation électorale, comme on appelle élus, dans les assemblées élues. Alors, qu'est-ce que nous, on a appliqué? On a invité les partis politiques. Au cours de notre rencontre, comme on le fait habituellement, à chaque opération, on invite les partis politiques à l'effet de comprendre ce qu'ils veulent. Ils nous ont dit que c'est difficile pour eux d'appliquer les 30%, comme le décret le dit, comme la loi le dit. Mais comme c'était un début, on s'est accordé pour appliquer le code électoral. Alors, Monsieur le Président, à ce niveau, vous me permettrez de marquer une pause parce que ces mêmes partis politiques très souvent reprochent à la CEI souvent de passer à côté de la loi ou d'appliquer des choses qui ne sont pas forcément au niveau de la... Eux, aujourd'hui, eux-mêmes, décident souvent de proposer des choses qui ne sont pas forcément dans la loi. Oui. Ah, mais ça, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours qu'ils le font. Mais je vous ai déjà dit, peut-être que je ne l'ai pas dit sur votre plateau, la commission électorale fonctionne sur deux bases. Soit la loi, soit les accords politiques. C'est quand même pour les partis politiques que nous organisons les élections. Parce que le parti politique, par définition, est un groupement de citoyens ayant vocation à conquérir le pouvoir d'État. Donc c'est pour eux que nous faisons cela. Ils nous ont dit, il est difficile pour eux aujourd'hui d'appliquer. J'ai dit bien tous les partis politiques, y compris toutes les grandes formations. Ils nous ont dit que ça sera difficile d'appliquer intégralement, avec rigueur, pas la loi, parce que même le code électoral est une loi. Et d'ailleurs, c'est la loi la plus importante puisque c'est une loi organique. Et ils ont dit, on souhaiterait appliquer le code électoral, les autres là, comme ça vient d'arriver. Ce n'est qu'en novembre qu'on a pris le décret, à peine 2 mois. Parce qu'il faut sensibiliser aussi la femme à la matière électorale. C'est très important. Donc ils ont dit, on va aller doucement, doucement. Et en accord avec les femmes, on s'est accordé donc sur l'application du code électoral. Et moi, franchement, et tout se passe bien. Ils ont tous respecté. Serge Kouachi. Ouais, ici, elle veut rebondir. Non, enfin, j'aurais vraiment souhaité que ça soit peut-être un peu plus clair parce qu'on a parlé de 3 lois différentes et concrètement, est-ce que ces 30% sont quand même respectés? Mais oui. Non, en fait, les 30% sont respectés. Oui. Mais les 30%, c'est le référentiel qui différencie selon les différentes normes. Les 30%, pour ce qui est du code électoral, c'est dans les circonscriptions de plus de 2 sièges. Mais pour la loi, c'est sur le siège, c'est-à-dire les 255. Okay. Et pour le décret, c'est chaque type de scrutin. Donc ça se corse encore plus. Sinon, et les 30%, pour l'ensemble, ils ont décidé de s'arranger un tout petit peu pour trouver une solution. Qui est le code électoral. Mais c'est la loi. Voilà, ils n'ont pas violé la loi pour une fois, c'est la loi. Voilà. Et donc, c'est 30% comment on appelle ça, comment on appelle du nombre de choses, comment on appelle de candidature. Non, par rapport au code électoral. Voilà, ce n'est pas par rapport à la loi portant représentation des femmes dans les assemblées élues. Voilà. Ici, pour le code électoral, c'est dans les circonscriptions de plus de 2 sièges. Alors ici, on a des circonscriptions de plus de 2 sièges, on en a 29 pour les 2 sièges, on en a 4 pour les 3 sièges, on en a 1 pour 4 sièges et on en a 2 pour 6 sièges. Vous voyez, les circonscriptions où il y a autant de sièges. Donc, c'est dans ces circonscriptions-là, par moi citées, où on fait application des 30%. Okay. C'est sur ça que nous nous sommes accordés. Et c'est pas mal, madame. C'est déjà pas bien. C'est déjà pas mal. Pas mal, oui. Franchement, je pense que c'est... peut-être révélateur. Pour moi, c'est peut-être à peu près 50% de la globalité. Après, mais... Bon, après, il a précisé que les femmes également puissent s'intéresser à la chose électorale. S'il y a une évolution, c'est déjà une bonne chose par rapport aux autres élections. Mais peut-être que vous n'avez pas appréhendé bien ce que j'ai dit. La difficulté des partis politiques vient de ce qu'il n'y a même pas de femmes. D'engagement. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire une sensibilisation en amont pour intéresser la femme à la chose politique. Et si ceci est fait, vous verrez que la loi va s'appliquer.
On parle de loi, justement, Monsieur Coulibaly, mais on va essayer de rester dans un certain contexte. Nous sommes en 2021. D'accord. On sait très bien ce que ce contexte nous invite à avoir comme réalité, notamment les réseaux sociaux, Internet, tout ce qui va avec. Alors, les campagnes se vivent différemment de celles qui sont prescrites peut-être par le code électoral. Par contre, on vous a vu faire une sortie récemment pour interpeller certains candidats aux législatives qui descendent sur le terrain des campagnes. Alors déjà, de prime abord, parce que c'est une question à deux volets, quelles sont les sanctions qu'encourent ces contrevenants. Voilà, ces contrevenants. Et puis, quelles sont les mesures prises justement par le code électoral aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont été suffisamment actualisées pour pouvoir circonscrire la campagne et justement les différentes surfaces sur lesquelles la campagne devrait se tenir? C'est vrai qu'il y a deux types de nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux et autres, mais n'empêche qu'il s'agit de tous les moyens de communication qui sont concernés. Là où le candidat peut offrir au public ou bien il va à la pêche au vote. Alors, monsieur le Président, on va faire ça de façon très concrète. Je suis candidat. Oui. La campagne officielle s'ouvre du 1er au 6 février, je dis tout n'importe quoi comme ça. Et avant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai la possibilité, lorsque je vais rencontrer les gens de mon village pour leur dire, bon, je serai candidat... Je ne dis pas votez-moi, mais je dis juste, je serai candidat. À quel moment on sort de la loi? À quel moment quel moment on tombe dans la propagande? Oui, j'ai même envie d'ajouter aussi un autre exemple. On reçoit, par exemple, un candidat aux législatives sur un plateau télé. Est-ce que c'est considéré comme... est-ce que ça rentre dans le cadre de ces interdictions? De la campagne, oui. Mais s'il vient se présenter sur votre plateau télé en tant que candidat, mais ça rentre dans la campagne. C'est de ça qu'il s'agit. On en a reçu 3. Ben voilà, Oui. Ce n'est pas bon. C'est pas juste. Parce qu'en réalité, la campagne, c'est quoi? C'est offrir sa personne et son programme à des citoyens et en contrepartie, acquérir leur voix. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce sont des hommes politiques, des femmes politiques, ils ont le droit de s'exprimer. Mais bien sûr. Oui. Mais quand ils viennent ici, en tant que candidats, c'est fini ça. Ben non. Si on les invite en tant que candidats, effectivement, on est tout à fait d'accord. C'est de ça qu'il Mais s'agit. ils ne parlent pas de leur programme. Non, s'ils viennent Mais sur ils ont votre des plateau... profils atypiques. Si on dit aujourd'hui que nous recevons M. Coulibaly, candidat de la circonscription de Mans, c'est la c'est la campagne. Mais si on reçoit M. Coulibaly, citoyen, directeur de société, pour nous parler de ses activités, on est sûr que ce n'est pas une campagne. Alors je vais vous dire, Oui. il y a deux choses qui doivent déterminer la qualité et l'objet de la mission. S'il est sur votre plateau pour parler de campagne, pour parler de ce qu'un député doit faire dans sa circonscription ou par rapport à ce qu'il doit faire à l'hémicycle, c'est une campagne qu'il fait. Sur les médias. S'il vient également pour dire « je suis candidat », c'est une campagne qu'il fait. C'est sur les médias. Et comment il fait? Parce qu'une semaine, on est d'accord qu'une semaine pour convaincre un nombre de personnes, ça peut ne pas être suffisant. Avant ça, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a le droit de rencontrer des populations, de sa circonscription, de son village, pour leur parler de son éventuelle revenir à candidature? l'essence de ma question, c'est est-ce qu'il a le droit de se servir des réseaux sociaux, par exemple, ne serait-ce que pour envoyer des messages? Mais non, il n'a pas le droit à tant que... Bonjour, très chers concitoyens. Bon week-end. Bon week-end. J'espère que vous allez bien. Je suis là, je suis parmi vous. Bon vendredi surtout. Curieusement, c'est à l'occasion de l'élection qu'il dit bonjour aux gens, alors que plusieurs fois, il y a eu des jours. Mais en même Parce temps, que je veux dire- on a vu quelque part certaines affiches qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Là, on est tout à fait d'accord qu'on était vraiment dans la propagande, on était vraiment dans la campagne. Mais pour répondre un peu à la question de monsieur, il est bon de préciser que les réseaux sociaux ne font pas exception à la règle. Les réseaux sociaux sont dedans. Oui. Parce que les réseaux sociaux permettent d'avoir accès au public. Donc, ils sont dedans. Alors, pour répondre toujours à votre question, la sanction, c'est la radiation. On peut vous radier de la liste de candidats. Donc, Il flotte avec le feu. Mais est-ce que quand même en amont, ils sont sensibilisés? Est-ce qu'ils Eh bien, ont ils le savent peut-être très bien. C'est- un petit livret des interdits et des... mais il y a des gens qui sont venus et avec des- des photocopies d'extraits de naissance. Oui. Donc forcément, ils avaient été sensibilisés. Mais ce n'est pas une excuse. Oui. Ce n'est pas une excuse. Est-ce qu'on n'interdit pas de ne pas voler? C'est interdit de voler. Et pourtant, il y a des gens qui volent toujours. Donc ça veut dire que Est-ce pour autant, on ne les sanctionne pas? Monsieur le Président, la question c'est, est-ce que
dans les rencontres avec les partis politiques, il y a eu des séquences où ces partis-là ont été informés qu'ils ne devaient pas rentrer en campagne avant la date officielle de l'ouverture de la campagne. Mais quand vous lisez le code électoral, cela va de soi. Vous croyez que c'est des nouveaux députés? Ils sont là depuis longtemps. Hein? Mais il y en a qui sont nouveaux, il y a des indépendants. Mais ceux qui sont nouveaux, nous les rencontrons. Nous les avons rencontrés. D'ailleurs, nous allons le faire bientôt. Nous allons rencontrer tous les candidats à l'effet de leur porter comme information le mode de fonctionnement d'un... Leur appeler. Mais est-ce que sur les réseaux sociaux, vous avez déjà identifié des candidats que vous avez déjà rappelés à l'ordre, mais que vous avez sanctionnés, parce que vous avez parlé de radiation? Pour le moment, on va à l'avertissement. OK. On va à l'avertissement. Il faut amener les gens à comprendre, c'est très important. Il faut sensibiliser les gens, comme dit la dame. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent? La loi a prescrit une période qu'on appelle la période de la campagne. Il n'y a pas une période de pré-campagne dans le cas d'espèces. D'accord. Voilà. C'est une propagande. Mais on peut recevoir l'individu sur un plateau de télévision, juste peut-être par rapport à sa fonction, il viendra dire bonjour. Ah, bien sûr. Okay. Mais je ne sais pas ce que vous allez chercher. Franchement, même moi, je vais poser la question. Bon, on va marquer une pause. Je vous ai dit qu'il y a la qualité et puis il y a l'objet de l'émission. S'il vient pour parler de développement, pour parler de ce qu'il fait habituellement, il n'y a pas de souci. C'est un citoyen. Oui, vous posez des questions sur qui a été retenu, pourquoi d'autres ne l'ont pas été. En tout cas, il y a une troisième partie de cet entretien, donc à l'After Talk, où vous attendent, Monsieur le Président, André Bois et Alain Toussaint, pour évoquer d'autres questions. En tout cas, nous, ici, nous avons quelques questions. Alors, j'en ai une à propos de circonscription. Vous avez dit, par exemple, à la différence, parce qu'on a évoqué, fait une petite comparaison entre l'élection présidentielle et l'élection législative, vous avez dit une seule circonscription pour la présidentielle et plus de 200 pour l'élection législative. Vous êtes plus à l'aise avec laquelle des opérations aujourd'hui, la CEI? Est-ce que ça a été plus compliqué d'organiser une élection présidentielle ou c'est plus compliqué d'organiser une élection législative? Chacune des élections a sa particularité. Oui. Parce que je veux dire, aujourd'hui, la CEI gère 205, vous avez 205 circonscriptions. Donc ça mobilise plus de personnes, plus de temps, contrairement peut-être à l'élection présidentielle qui a beaucoup plus d'enjeux. Il y a beaucoup plus de vérifications à faire, surtout pour les dossiers de candidature. Vous savez, pour moi, toutes les élections ont toujours le même enjeu. Respecter l'expression de la volonté du peuple. Transcrire ce que le peuple veut dans l'urne. C'est ça notre enjeu. Peu importe le type d'élection. Si on réussit à rendre conforme ce que le peuple veut avec ce qui est proclamé, l'enjeu est là. Et c'est ça le plus important. Vous devez avoir un grand motif de satisfaction de constater que la plupart des partis aujourd'hui participent à cette élection. Ah oui, ça c'est une satisfaction pour nous. C'est une satisfaction pour nous. Et on voudrait souhaiter qu'il soit toujours présent pour que nous puissions ensemble mener l'élection. L'élection présidentielle, justement, pour revenir sur cette comparaison, a été entachée, on va dire, de quelques contestations assez brutales, voire violentes même des fois, après tous les rejets de certaines candidatures. On a vu que ça a entraîné également des violences au niveau de ces élections-là. Est-ce que vous craignez qu'il y ait la même chose pour les législatives, ou est-ce que vous pensez que, fort justement de cette expérience présidentielle, vous saurez faire les choses mieux, de façon... Non, ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui étaient fâchés sont revenus. Et c'est généralement ceux qui sont fâchés, qui sont plus ou moins mécontents et qui l'expriment à leur façon, justifiant des blocages au niveau du processus électoral. Comment vous les avez accueillis? Mais bien. D'accord. Nous sommes dans un pays de paix. Bien. Vous avez suspendu 2 qui étaient fâchés, qui étaient partis. Quand ils sont revenus, on n'a jamais suspendu quelqu'un. Il y a 2 des commissaires qui avaient pris des libertés avec les règles de fonctionnement de la commission électorale indépendante. Revenus, ils ont été sanctionnés, ils sont à la tâche. Oui. Excuse-moi. Moi, avant vraiment qu'on aille beaucoup plus loin, j'ai envie qu'on revienne sur la question des candidats qui ont été avertis après avoir violé un peu les règles qui ont commencé la campagne avant la campagne. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms? Mais non, vous pensez bien. Ce sont des citoyens. Ils ont commis des irrégularités. On les a avertis. Ouais. Et ils se sont conformés. Voilà.
Ils n'ont pas été sanctionnés du tout. Ils ont d'abord été Mais avertis. l'avertissement est une sanction. Oui, oui. Voilà. Ils ont été avertis. Ça veut dire que la prochaine fois s'ils commettent, on ne va pas aller à une autre étape si ce n'est la radiation. Ils seront radiés de la liste des candidats. Voilà. Monsieur Koulibaly, dans la continuité de la question de Serge, quelles sont les dispositions pratiques qui vont être prises pour le bon déroulement de ces élections législatives? Mais c'est toujours les mêmes dispositions. La sécurité, faire de sorte que les bureaux de vote s'ouvrent à l'heure et les agents sont formés. Et c'est à cela qu'on s'attelle chaque jour que Dieu fait. Vous attendez à une forte mobilisation? Ah oui, ah oui. Des Et populations. cette fois-ci, la différence, peut-être, si vous voulez une différence, c'est que ce n'est pas circonscription. Alors que pour l'élection du président de la République, c'est dilué sur toute l'étendue du territoire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas circonscription. Donc il y a des zones... Concernant le matériel électoral, on a dû vous remonter certaines informations concernant le matériel biométrique, souvent qui ne fonctionnait pas. Vous avez tenu compte de toutes ces choses. Non, mais oui. Mais j'ai cru que vous alliez dire plutôt que la violence avait eu raison de certains de notre matériel. Oui, j'allais le dire, mais il y a Voilà. également certains matériels qui n'avaient pas été violentés, qui ne marchaient pas bien, Monsieur le Président. Oui, mais on a toujours réglé cela. On a D'accord. toujours réglé cela. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Mais cette mission, c'est son charme, ça, de ne pas être facile et de la réussir. Monsieur le Président, j'ai bien envie de savoir aussi, au-delà du fait que vous vous attendez quand même à une mobilisation, est-ce que du côté de la CEI, des dispositions sont prises pour inviter les populations à aller voter massivement? Mais oui, c'est pour cette raison que nous faisons une campagne de Ah, je l'ai sensibilisation. vu ce matin d'ailleurs, la Voilà, ce matin. nous faisons la campagne de sensibilisation, comment voter. Parce que la plus grande frustration de la commission électorale indépendante, c'est d'avoir un taux de bulletins nul. Donc nous invitons les ONG, les organisations de la société civile à procéder à la sensibilisation de la population à la chose électorale. Inviter aussi les candidats à un peu plus de civisme, à un peu plus de responsabilité, en respectant déjà la période de campagne et en disant à leurs militants ou à leurs sympathisants de venir voter dans le calme et la discipline. Monsieur le Président, à propos de cette période de campagne, une semaine, les partis politiques, lorsqu'ils vous ont rencontré, parce que comme ils vous rencontrent souvent et qu'ils évoquent un certain nombre de points avec vous, est-ce qu'ils n'ont pas émis le vœu que cette campagne-là soit beaucoup plus étendue dans le temps? Parce qu'on estime qu'une semaine, ça peut être un peu court quand même pour la campagne. Ils ne vous ont pas dit la vérité. Parce que je vais vous dire, je vais vous faire cette confidence. Une campagne, ça coûte cher. Ah, ça coûte très cher. Et quand elle est longue, alors là, les bourses en souffrent énormément. Mais je vais vous dire... Bon, on a eu des candidats ici qui nous ont dit que la campagne n'était pas chère. Ouais, Ah ben bon, il y avait des moyens chacun y va. alternatifs. Mais ce que je voulais vous dire, Oui. lorsqu'on dit qu'une campagne est ouverte, les initiés savent que c'est maintenant qu'elle est fermée. Parce que la campagne, ce n'est pas maintenant. C'est en amont. Voilà, c'est déjà en amont. Comment il se fait en amont éventuellement, monsieur? Ah, ça, demandez aux politiques. Parce que surtout que c'est interdit de faire ça. Non. Monsieur Koulibaly, Tant que le monsieur, Oui. il n'a pas fait acte de candidature, il n'y a pas de problème. Donc il y pas a de des période. opérations de séduction qui ne sont Oui, pas forcément... mais bien sûr, avant la période ouverte pour le dépôt des candidatures, je peux venir vous dire, Monsieur Brice, voilà, je vais être candidat en 2000 temps à Live TV. C'est ça. Oui. Mais voilà, je n'aurais pas fait, je n'aurais pas violé des dispositions. j'ai une dernière question, Monsieur Koulibaly. J'ai encore le grand souvenir de cette époque très stressante dans laquelle on vous recevait sur ce plateau par rapport à l'élection présidentielle, où vous deviez demander, vous aviez même à l'époque demandé aux Ivoiriens de vous faire confiance. C'est ça. La campagne présidentielle est passée, les élections présidentielles sont passées, nous en sommes aux législatives aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que les Ivoiriens dans leur ensemble vous font confiance? Ah ben je suppose. Je suppose, nous avons reçu beaucoup de félicitations de la part des Ivoiriens. Bon, il y a certains qui sont mécontents, mais c'est la règle de la vie. Mais vous savez, le sentiment que nous avons, c'est de faire le travail conformément à la loi. Il y a un aspect politique et il y a un aspect objectif. L'aspect politique, il est très subjectif. Parce que, figurez-vous, chers frères, les choses n'ont pas changé. La commission est toujours la même commission. Les politiques sont revenus à cette même commission. Nous allons organiser les élections. Qu'est-ce qui a changé? Si ce n'est les morts. C'est ça qui nous peine, nous autres. Et ça, je l'ai dit, qui a pris la commission électorale à défaut dans l'exécution de sa mission? Nous avons mis tout le monde sur le même pied.
Et chaque fois que nous entreprenons de faire une opération électorale, nous associons nos partenaires, que sont les partis politiques. À preuve, dès que la candidature est déclarée, nous allons les recevoir pour leur dire, voilà les règles du jeu. Mais nous ne distinguons pas. Nous faisons ce qu'il y a. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand quelqu'un te dit qu'il ne participe pas à une élection, qu'est-ce que vous voulez? Nous faisons tout pour qu'ils viennent à ces élections-là. Mais s'ils ne viennent pas, mais Dieu merci, cette fois-ci, ils sont tous présents. On fera de sorte à mériter leur confiance. Bon, ça va constituer un mot de fin pour cette partie-là, parce que tout à l'heure, je vous le disais tout à l'heure, donc je vous le disais, Alain Toussaint et André Bois vous attendent dans le canapé pour la troisième partie de ce rendez-vous, c'est l'After Talk. Et c'est pas le canapé de Brice. Hein. Non, ça ne sera pas drôle. Pourquoi les candidatures de Koné Katinan, de Damanan Picasse n'ont-elles pas forcément été retenues? Les causes, les raisons, les explications. D'autres points seront abordés par nos deux journalistes en votre compagnie, avec votre permission, Monsieur le Président. Nous, on voulait juste vous dire merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau présent. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Mais moi, je vous dis merci parce que vous jouez un rôle important pour la Commission électorale indépendante, parce que vous participez aussi à la sensibilisation. En venant chez vous, mon idée est que vous portiez haut les messages que nous avons à l'endroit de la population. Et vous le faites si bien, je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Il va falloir penser à notre part du budget de souveraineté. D'accord. Ah, pourquoi pas? Si on fait le travail de la bien entendu, bien entendu. Une pause, à tout de suite. Merci. Quelques jours seulement après l'annonce des candidats qui sont donc en compétition pour les législatives en Côte d'Ivoire, nous recevons ici même le président de la commission électorale indépendante. C'est sur Live TV, vous le savez, cette télévision sans filtre qui vous permet justement d'aborder les questions d'intérêt national. Et pour le faire, nous allons ouvrir une autre séquence dans ce Live Talk qui a été extrêmement passionnant. La séquence, c'est bien sûr le Live Talk, et c'est maintenant. Et ce Live Talk sera donc lui aussi non moins passionnant, puisque vous le savez, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kubière, est avec nous pour que nous puissions échanger avec lui. Et pour échanger avec lui, je suis en compagnie de Toussaint Alain, et évidemment qui est un... Est-ce que je dois dire un grand conseiller, un grand politologue, un grand communicant. Juste journaliste ce soir. Juste journaliste ce soir. Nous sommes toujours donc avec le président pour l'After Talk. Merci, président, d'être resté en notre compagnie. On n'imagine pas la charge de travail que vous avez. On le sait, l'élection, c'est un grand moment pour le pays. Et être là pendant la période électorale de votre pays, ça crée toujours un moment un peu personnel. On se dit toujours, pourquoi moi ? Et pourquoi moi ? Il y a un sentiment que vous avez forcément. Et on souhaiterait l'avoir, on souhaiterait le connaître. Comment le président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire se sent quand nous abordons ces grands moments d'élection, ces grands moments de décision dans la vie de notre nation ? Je me sens bien. Vous savez, mon métier de magistrat m'a amené toujours à comprendre l'enjeu de la vie. Parce que le juge, il peut par sa décision soit porter atteinte à la vie d'un citoyen, à sa liberté ou à ses biens. C'est déjà important ça. Mais quand vous avez pour métier de porter atteinte, quand quelqu'un a violé la loi, à sa vie, à sa liberté ou à ses biens, la vie devient un enjeu. Donc je suis habitué aux enjeux. Et je prends avec la juste mesure les attributions qui sont les miennes en tant que président de la commission électorale indépendante. Pour moi, réussir une élection, c'est faire de sorte qu'il y ait conformité entre ce que le peuple a voulu et ce qui a été proclamé. C'est ça notre enjeu. Okay. Et ça nous amène, ça nous donne de la passion et on est heureux d'exécuter cette mission-là parce que c'est une mission de la République. Très bien. Merci en tout cas, monsieur le président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Je suis, je vous l'ai dit, d'entrée en compagnie
de Toussaint Alain. Toussaint Alain, tout de suite, le président est à votre disposition. Merci André. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur Toussaint. Alors vous avez publié qu'un jour, c'est la CEI, la Commission électorale indépendante, a publié la liste provisoire des candidats aux élections législatives du 6 mars. Oui. Et il y a quelques interpellations qui ont été faites publiquement concernant notamment l'exclusion de 2 candidats. C'est cela. Et la démission d'un autre. Monsieur Kone Katina Oui. et Monsieur Damana Pikas. D'accord. Exclus. En revanche, il y a M. Koukouignon Yvon Christ, Oui. retenu dans la région du Go. Oui. Ces 3 personnalités ont la particularité, ou du moins le point commun, d'avoir vécu en exil depuis 2011, c'est-à-dire hors du pays. C'est ça. Comment se fait-il que les uns sont retenus et les autres, exclus? Je vous précise très rapidement, pour tous ceux qui sont sur Internet, qui connaissent un peu, Koukouignon, il s'agit de Johnny Pacheco, qui est très célèbre sur la toile. Exactement. Ben, vous savez, les conditions d'une compétition ont pour objet de retenir ou d'exclure. C'est cela le principe. Sinon, les conditions n'ont pas de sens. Mais l'objectif de la commission électorale indépendante n'est pas d'exclure quelqu'un qui ne mérite pas d'être exclu. Ceci étant dit, c'est la disposition du Code électoral qui prescrit que pour être candidat à l'élection des députés, il faut être ivoirien, âgé de 25 ans, ne pas renoncer à sa nationalité et résider de façon continue en Côte d'Ivoire durant les 5 années précédant l'élection. Sauf dans 4 situations. Si vous êtes fonctionnaire international, il n'est point besoin pour vous de justifier votre résidence continue. Si vous êtes diplomate, il n'est point besoin pour vous de vous soumettre à cette prescription. Si vous êtes un citoyen à qui l'État a confié une mission à l'étranger, vous n'êtes point obligé de respecter cette prescription. Et si vous êtes enfin un exilé politique. À l'exception de ces 4 cas, vous êtes tenu de rapporter la preuve de votre résidence continue sur le territoire ivoirien pendant les 5 dernières années précédant l'élection. Alors, qui a apporté la preuve qu'il était exilé politique parmi ces 3 personnalités? Mais avant le cas pratique, il est bon d'appréhender la quintessence même de la disposition. Parce que résider de façon continue, comment on en fait la preuve? Il est bon pour la commission électorale de savoir l'interprétation qui en découle. Ainsi, la commission a dit, tous les électeurs, pour être électeur, il faut être ivoirien, tous les électeurs résident en Côte d'Ivoire, sauf celui dont la notoriété va établir qu'il vit à l'étranger. À celui-là, nous allons demander de nous rapporter la preuve qu'il respecte la prescription prévue par le Code électoral, celle de résider de façon continue sur le territoire ivoirien. C'est ce que nous fîmes concernant les personnes dont vous parliez tout à l'heure. Alors, monsieur Koukouignon Christ, Koukouignon. ou monsieur Katina, monsieur Katina et monsieur Damana Pikas. Et puis monsieur Damana Adia. Adia Pikas. Enfin, le Pikas, Pikas. il n'y a pas de Pikas. Dit Pikas. Alors, ils étaient effectivement candidats. Ils ont produit, à l'appui de leur candidature, des certificats de résidence mentionnant leur date de résidence. Le certificat de résidence produit par eux révélait qu'ils étaient résidents en Côte d'Ivoire. Comment ont-ils eu ce document? Comment? Comment se sont-ils procurés ce document, vous le savez? Ça, je ne le sais pas. D'accord. C'est un document qui a été porté à la connaissance de la commission électorale indépendante. Émis par une administration? Oui, bien entendu. Émis par une administration, en bonne et due forme. La loi ne dit pas non plus que le candidat doit le faire de lui-même. Il peut le faire sous le parrainage de son parti politique. C'est ça. Mais ce certificat révélait l'existence de la résidence, mais ne révélait pas le caractère continu de la résidence, le séjour dans cette résidence. D'où pour nous une correspondance à l'effet pour les personnes concernées de nous produire un complément d'information. Donc, je voudrais vous arrêter là. Oui. C'est-à-dire que pour comprendre, enfin, je suppose que nos téléspectateurs comprennent, mais ce qui veut dire que vous avez écrit aux candidats Bien entendu. pour leur demander de donner la preuve qu'ils étaient résidents continus. Voilà. On est d'accord. À la différence des autres candidats
où la notoriété, encore moins les déclarations par les intéressés, ne révèlent qu'il réside à l'étranger. Parce que dans leur cas, il est notoirement établi qu'il réside à l'étranger. Très bien. À preuve, M. Toussaint l'a dit tout à l'heure. Alors donc, fort de cela, nous les invitons à nous produire des informations complémentaires. Nous avons la preuve qu'il réside en Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'il réside de façon continue, conformément à la prescription? C'est ça. Ce qu'ils n'ont pas pu faire. Très bien. Et quand ils ne l'ont pas fait, on leur a demandé, est-ce que vous vous trouvez dans l'hypothèse de l'exilé politique ou des 4 cas où on n'est pas obligé d'apporter la preuve de son certificat Et de quelle a résidence? été leur réponse? Ils n'ont pas produit de réponse non plus. Donc, Est-ce que le délai n'était pas trop court? 24 heures ou... En complément de la question de Toussaint Alain, Oui, oui. est-ce que vous nous dites, au-delà du délai, est-ce qu'il y a eu la production qu'ils étaient soit exilés politiques ou autre chose? En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont répondu en gros? Ils n'ont rien répondu. Très bien. D'accord. Ils n'ont produit aucun document justifiant ce que je viens de dire. Très bien. Mais Alors, s'ils l'avaient fait, on l'aurait apprécié. Le cas de M. Koukouyan Yvon Christ, qui est exilé politique, effectivement, en Norvège ou en Finlande. Mais ça va vous étonner, M. Koukouyan est venu lui-même déposer ses dossiers. Oui, on l'a appris dans les médias. Oui. Ben voilà. Il est venu et il nous a déposé des papiers attestant de ce qu'il était de façon continue dans les 5 dernières années. Alors, ce qui est très important à apprécier, et ce que les uns et les autres ne savent pas, on n'a pas dit forcément qu'il faut être de façon continue chaque année, parce qu'il s'agit de résidence. La résidence se distingue du domicile. Le domicile se définit comme étant le lieu où un citoyen a son principal établissement. Lequel principal établissement est le lieu où il vit permanemment, à la différence de la résidence où il vit momentanément. Alors donc, on ne peut pas demander à quelqu'un de résider quelque part de façon continue alors qu'il s'agit d'une résidence qui n'est pas un domicile. Donc, ce qu'on demandait à ces candidats, c'était tout simplement de nous faire la preuve de ce que, au regard de la mission qui est la leur, parce qu'ils veulent être candidats. Élus du peuple. Élus du peuple. Donc, voter les lois qui vont régenter les citoyens, lesquelles lois ne sont rien d'autre que l'expression de la volonté du peuple, qu'ils sachent quand même comment ce peuple la vit au quotidien. D'où l'intérêt de résider sur le territoire ivoirien. Alors, dans la lignée, sans en faire une affaire personnelle, mais M. Koukouyan Yvon Christ a par exemple déclaré qu'il est fonctionnaire. Oui. Je ne vais pas m'attarder sur son cas. Et l'analyse de la liste des candidats a montré effectivement que la plupart des candidats étaient soit dans la fonction publique ou chef d'entreprise, etc. De quels moyens, de quels instruments dispose la CEI pour vérifier ces informations, d'une part, et d'autre part, pour celui qui est fonctionnaire, comment pouvez-vous vérifier si ce fonctionnaire s'est mis en disponibilité ou alors est-ce que cela n'est pas obligatoire? Je ne crois pas qu'il ait produit un document attestant de sa qualité de fonctionnaire. C'est indiqué dans vos documents qu'il est fonctionnaire. S'il est fonctionnaire, mais il a produit. Il n'y a pas de doute là-dessus qu'il ait produit une demande de mise en disponibilité. Alors quand vous dites quels sont les moyens que la commission électorale dispose pour apprécier, en droit administratif, les documents produits font foi jusqu'à inscription de faux. Nous n'avons pas qualité d'apprécier l'authenticité ou la régularité d'un document dès lors qu'il est délivré par la personne habilitée à le faire. Maintenant, si une tierce personne considère que l'acte qui a été produit à la commission électorale est un acte faux, il va, à l'occasion de la liste électorale, de la liste de candidatures transmise au Conseil constitutionnel, contester l'existence de cette personne sur la liste des candidats. Et ce faisant, va soulever ce qu'on appelle une question préjudicielle, à l'effet pour lui de saisir le juge compétent à la matière pour apprécier l'authenticité de l'acte. Ce après quoi, le Conseil va apprécier s'il est de bonne loi de le mettre sur la liste ou non. Mais pour la commission électorale indépendante, il n'est point besoin d'apprécier la régularité d'un acte, dès lors que cet acte a été délivré par l'autorité compétente. C'est extrêmement intéressant pour nous et pour nos concitoyens de savoir que tout ce qui se passe dans l'espace public peut faire l'objet de contestation de la part de nos concitoyens qui trouvent qu'à un certain moment, il y a un doute ou en tout cas, ils pensent que la personne aurait fait une déclaration qui ne soit pas conforme à, on va dire, à ce qu'on sait de façon notoire. Très bien. Alors, si vous permettez, je voudrais même dire à ce sujet-là que lorsque la commission électorale arrête la liste des candidats, il est autorisé, tout citoyen, électeur, de saisir le Conseil constitutionnel. C'est ouvert. C'est-à-dire près de 7 millions de personnes ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour contester
la décision de la commission électorale indépendante, ce qui n'est pas le cas en matière de contentieux de l'élection, où seuls les candidats ou les partis politiques les ayant parrainés peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Très bien. En tout cas, merci pour cette précision. C'est extrêmement pédagogique. C'était important pour éviter les supputations, C'est ça, je suis les d'accord avec interprétations. Et il nous fallait en tout cas déjà déblayer ce terrain pour que nos téléspectateurs Je vous en comprennent remercie. comment les choses se passent. Très bien. Très bien. Et donc, sur ça, est-ce que, à travers tous ces débats, toutes ces questions, la commission électorale indépendante ressent une forme d'injustice quand au regard des conditions dans lesquelles vous organisez ces élections? Est-ce que vous sentez, vous vous dites, on nous juge un peu mal? Est-ce que vous dites ça à un certain moment? Oh, vous savez, nous avons le statut d'un arbitre. Ouais. Ceux qui gagnent gain de cause avec nous disent de nous que nous sommes bons. Mais ceux qui sont contrariés par nos actions disent que nous sommes mauvais. C'est le statut de l'arbitre. Mais la seule chose qui est importante pour nous, c'est d'être en conformité avec notre conscience et avec la loi. Mais en même temps, c'est vrai que nous faisons chaque jour l'effort de rassurer les Ivoiriens quant à la crédibilité des actes que nous posons. C'est pour cette raison, à chaque opération, nous invitons les partis politiques ensemble et de concert à déterminer le mode opératoire qui va commander à l'exécution de cette opération. Il n'y a pas meilleure transparence. Monsieur le Président de la CEI, je vais vous poser deux petites questions. Allez-y. Pour parler d'argent. Les élections en Côte d'Ivoire sont financées par l'État ivoirien grâce aux contributions des citoyens, notamment de ceux qui n'ont pour seul diplôme que l'extrait de naissance, par exemple. Et combien a coûté l'élection présidentielle d'octobre 2020 et combien vont coûter les législatives de 2021? Beaucoup d'argent. Je n'ai peut-être pas les chiffres, mais beaucoup d'argent. Mais c'est le prix de la démocratie. Alors, le prix de la démocratie, est-ce que vous n'avez pas un sentiment de gâchis lorsque vous observez la manière dont les acteurs politiques entretiennent cet esprit de démocratie? Je suis d'accord avec vous. Succession de boycotts, destruction de matériel électoral, mort d'hommes, violence en permanence. Et finalement, on se demande quand est-ce que tout cela va s'arrêter? Vous, en tant que, et André l'avait dit en préambule de cette émission, quel type de réponse pensez-vous que l'on puisse y apporter? C'est ma peine, cela. C'est ma peine. Et c'est la peine de la commission électorale indépendante. Quand on finit de battre, quand on finit de faire tout ce que nous avons fait, amener les citoyens à avoir confiance en nous, à poser des actes qui rassurent les Ivoiriens, et au final, s'entendent dire, pour des motifs qui sont propres à eux, qu'ils ne participent pas aux élections, alors que l'organe qui organise les élections n'a pas commis de faute réelle, parce que les raisons sont ailleurs. Et puis par la suite, entendre qu'il y a eu mort d'homme, c'est notre peine. Ça, je vous le dis, monsieur, c'est notre peine. Et quand je sais que cet argent qu'on met, qu'on investit dans les élections, aurait pu permettre de construire des hôpitaux, des écoles, sauver des vies, et qu'on voit des gens qui se lèvent, qui disent « Non, nous ne participons plus aux élections ». Mais j'ai bien envie de poser la question aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé à la commission électorale indépendante? Très bien. C'est une provocation. Ben voilà. Alors je voudrais bien qu'on ait conscience de cette population. Le constituant ivoirien a fait de l'élection le seul moyen pour accéder au pouvoir. Donnons un sens à cela. Donnons un sens à l'élection. Et il y va de la vie de la population. Très bien. Monsieur le Président, le constituant ivoirien a travaillé. Et dans le constituant ivoirien, il y a les politiques, les acteurs politiques, les partis politiques, etc. Et les partis politiques envoient des représentants. Et ça pose beaucoup de problèmes. On en a entendu parler lors de l'élection présidentielle, etc. Alors, donc ma question, elle va être très simple. Est-ce que vous pensez que les membres de la commission électorale respectent leur serment au regard de ce que vous venez de dire, de cette envie, de cette volonté de servir véritablement la cause de l'élection qui est la maîtresse de notre choix public? Mais tel devrait être le cas. C'est l'article 7 de la loi portant organisation de la commission électorale qui prescrit que, avant son entrée en fonction,
le membre de la commission électorale prête serment, dans lequel il dit « Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction en l'exerçant en toute indépendance et en toute transparence, conformément à la Constitution et au Code électoral, et en gardant secret les délibérations, même après la cessation de mes fonctions. » Voilà ce que l'article 7 dit. Et cette disposition vient vous couper. Vient vous couper d'avec votre parti politique qui vous a désigné. Dès lors, vous devenez une autre personne que celle qui devait représenter votre parti politique. Mais c'est le sens de l'obligation, c'est le sens du devoir. Donc vous n'êtes plus le représentant. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, la loi dit, ce n'est plus des personnes qui représentent, mais ce sont des personnes qui sont proposées par les entités pour créer l'indépendance. Alors, je me fais fort dans mon administration de veiller à ce que tous les commissaires, autant qu'ils sont, à respecter ce serment. Voilà pourquoi ceux qui ont pris des libertés avec les règles de fonctionnement ont été sanctionnés vigoureusement. Vous parlez de M. Degout et de son collègue. Bon, ils se connaissent. Ils ont été, on leur a enlevé leur zone de supervision pour cette élection. Et vous savez ce que c'est? C'est très important pour un commissaire. Et ils ont bien compris la leçon et ils ont pris l'engagement de ne plus se conduire de cette façon-là. Et c'est cette rigueur qui est en réalité l'expression de la transparence et de l'assurance qu'on donne à la population pour dire que nous voulons faire le travail conformément au serment que nous avons prêté. Alors, vous parlez de la population. Les commissions électorales indépendantes, comme on l'appelle en Côte d'Ivoire ou CENI dans d'autres pays, oui, ont été créées au début des années 90 avec le vent de démocratisation sous la pression des bailleurs de fonds qui conditionnaient le soutien au processus démocratique à la création d'organisations chargées des élections. C'est ça. 30 ans après, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez vraiment que cette institution soit encore utile? Est-ce qu'il ne vaudrait-il pas revenir à la formule qui consiste à laisser l'État organiser la vie politique dans notre pays? Je sais que c'est une question dérangeante parce que vous êtes le patron d'une institution qu'on voudrait voir disparaître peut-être, mais c'est quand même une question. Non, peut-être qu'il faut y mettre beaucoup de volonté à la sensibilisation des citoyens, surtout des partis politiques, des acteurs politiques. Parce qu'en réalité, les acteurs politiques considèrent que la chose électorale est leur affaire. Donc, ce faisant, ils doivent en déterminer les règles du jeu, ce qui n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas être juge des partis. Mais je crois que tout se fait dans la sensibilisation, dans la compréhension, et au fur et à mesure, ils finiront par comprendre que l'organisation des élections, ce n'est pas leur affaire, c'est l'affaire du peuple. Parce que le peuple est le détenteur du pouvoir, et il exerce de deux façons, soit directement par le référendum, soit indirectement par ses représentants élus, que sont le président de la République et puis les députés. Alors, donc, ils doivent le comprendre. Vous parlez du président de la République, je voulais savoir, aux heures chaudes qu'on a connues entre septembre et octobre, novembre 2020, quelle était la nature du dialogue avec les autorités? Lorsque l'opposition, par exemple, vous demandait le report des élections, vous, en tant que chef de l'équipe qui organise les élections, et tenant compte des impératifs de paix et de sécurité, est-ce que vous avez entamé un dialogue avec le gouvernement pour que le gouvernement accède aux préoccupations de l'opposition? Je veux juste savoir si vous êtes vraiment une autorité indépendante, autonome, qui peut aussi mettre des avis, faire des, comme on dit, des suggestions au gouvernement. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Mais bien sûr, nous le faisons tout le temps. Et que vous a dit le gouvernement, par exemple, est-ce que vous avez demandé le gouvernement s'aligne. Le gouvernement s'aligne. À preuve, lorsqu'il s'est agi de s'inscrire sur la liste électorale à l'occasion de la révision de la liste électorale, mais c'est la commission électorale indépendante qui a déterminé, en accord avec les partis politiques, des actes à fournir pour être inscrit sur la liste électorale. C'est nous qui l'avons fait. Bon, lorsque certains partis politiques ont sollicité le report, mais nous n'avons pas attendu qui que ce soit. C'est nous qui organisons les élections. Et le code électoral nous en donne la possibilité. Donc nous avons apprécié, nous n'avons pas vu de motif légitime pouvant justifier le report.
nous nous sommes contentés d'appliquer la loi Très et bien. de continuer. Donc ça, c'est la question de vos relations avec le gouvernement. Maintenant, vos relations avec l'ensemble des partis politiques. Comment vous travaillez pour que, justement, pour assurer la confiance des partis politiques, comment ça se passe au fond? Évidemment, vous l'avez précisé, les partis politiques envoient des représentants, mais une fois dans la commission, ne sont plus les représentants de partis. C'est ça, Mais tout au à fond, fait. comment on travaille finalement pour que tout le monde Comment soit en s'articule confiance? tout ça? Alors, c'est simple. Dès que nous avons une opération électorale, immédiatement, nous déterminons les règles du jeu. Nous faisons un chronogramme et nous invitons les partis politiques. Voilà ce que nous proposons faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent, ah, nous souhaiterions qu'on fasse comme ci, qu'on fasse comme ça. Et nous regardons leurs propositions à l'aune de la loi et nous déterminons les règles du jeu. C'est comme ça que nous faisons, pour assurer la transparence. C'est comme ça que nous l'avons fait au niveau de la révision de la liste électorale. C'est comme ça que nous l'avons fait au niveau de l'élection du président de la République. Et c'est comme ça que nous avons fait, nous sommes en train de faire avec l'élection des députés. Alors, près de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, on a environ 7,5 millions d'inscrits sur les listes électorales. C'est cela. Ça fait le ratio 1 pour 4. Relativement à ce qui se passe dans les pays voisins, on est quand même un peu en dessous de la moyenne. Enfin, je compare avec notre voisin du Ghana. Quand vous dites 30 millions d'habitants, vous n'y êtes pas du tout. Parce que les 30 On est à millions, 25, ils sont 27. Pas, voilà, ah oui, ils ne sont pas tous électeurs, mais disons ils n'ont pas 25 tous- millions. 25 voilà, millions qui c'est peuvent ça. voter. On est autour de 30%. Je voulais savoir pourquoi ne faisons-nous pas une mise à jour des listes électorales de manière permanente et qu'elle est faite seulement une fois par an et encore avec très peu de communication et pas trop de sensibilisation? Pourquoi ne pas ouvrir des registres dans les communes, dans les sous-préfectures, pour permettre à ceux qui atteignent, par exemple, la majorité de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales? Qu'est-ce qui est compliqué à faire, Monsieur le Mais Président? rien du tout. Bon. Je suis parfaitement d'accord avec vous. D'ailleurs, le législateur l'a prévu. Il dit que la révision de la liste se fait de façon annuelle, chaque année. Donc nous Mais avons pourquoi décidé... concrètement ça ne se fait pas? Parce que c'est ça la question. Oh, C'est qu'on souvent. attend toujours d'avoir des grands moments de telle période à telle période. Pourquoi ça ne se fait pas tout le temps? On ne peut pas aller à la mairie faire ça. Non, ce n'est pas à la mairie qu'on va Oui, faire la enfin, révision je veux de dire la à la liste. mairie ou à la sous-préfecture. Mais vous savez, en fait, c'est une méthode, mais n'oublions pas que ça coûte cher. Mais vous avez dit tout à l'heure que la démocratie avait un prix. Mais je viens. J'ai dit ça coûte cher. Ouais. C'est vrai que la démocratie a un prix, mais ce n'est pas à tous les prix. Ce n'est pas à tous les prix quand même. Ça coûte cher, mais l'État de Côte d'Ivoire a décidé, depuis un certain moment, s'engage à organiser la révision de la liste électorale chaque année. Très bien. À preuve, après les législatives, nous allons procéder à la révision de 2021. Mais ce qui complique, c'est que souvent la population doit être sensibilisée. Il faut mettre la population au courant de tout ce qui se passe. Alors nous avons un projet et je vais vous le partager. Nous avons décidé d'avoir un partenariat avec l'ONESI, l'Office national de l'État civil et de l'identification en Côte d'Ivoire, Très bien. C'est qui tout à va, fait évident. Ouais. qui recense les Ivoiriens à partir de 18 ans pour délivrer la carte d'identité. Ouais. Et comme seuls les Ivoiriens ont la carte d'identité et que c'est à 18 ans, nous allons nous servir de cette base pour la verser sur le fichier électoral pour en faire la base du fichier électoral. Et après, nous allons afficher à l'occasion de la révision et en déceler ceux qui ne méritent pas d'y être. C'est ça. Au moins, cette fois-ci, on ne va pas avoir des masses, des rangs, des rangs à n'en point fini. Et les Ivoiriens sont déjà présumés être inscrits sur la liste, quitte maintenant à les expurger pour ceux qui n'en remplissent pas les conditions. Et l'INS, rapidement, André, l'INS, quel rôle Mais cet c'est institut pourrait jouer? Tous ces instituts qui brassent un peu les chiffres données. au niveau des données seront invités. On va faire un travail ensemble, on va coordonner et on va voir comment ce projet peut avoir jour. Très bien. Échéance, 1 an, 2 ans? Oh, peut-être cette année déjà, on va commencer, on va faire les différentes réunions et puis on verra. Pas avant les législatives. Alors, revenons Non, très pas avant rapidement. les législatives. Revenons très rapidement sur la question des législatives, puisque c'est l'actualité. Oui. Des partis politiques Oui. se plaignent de l'utilisation de leur logo. Et sur ça, quand même, la CEI est censée faire appliquer la loi, enfin, en tous les cas, faire en sorte que les uns et les autres ne soient pas lésés sur cette question. Comment vous abordez, comment vous traitez ces différentes plaintes? Alors, c'est une question de compétence. Ouais. Il y a un parti politique, je crois 2, Ouais. d'ailleurs, qui ont saisi la commission électorale indépendante à cet effet. Très bien. Mais ce n'est pas la commission électorale qui
est compétente pour connaître de cette question-là. Alors, donc vous nous dites ici Oui. que ce n'est pas à la CEI de répondre à cette question. Voilà. Je vous renvoie à la question. Pourquoi? Mais pour la simple raison que les logos, ce n'est pas à la commission. Nous, on vous demande les papiers que la loi demande. On dit, si vous êtes candidat et que vous êtes membre d'un parti politique, Oui. il faut produire le sigle et le logo de votre parti politique. Et cela ne vous trouble pas que des candidats viennent avec le même logo, par exemple, même quand ils sont adversaires? Non, ça ne nous trouble pas pour le moment. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux se plaigne. Et nous voyons qui est le titulaire de ce logo. C'est tout. Mais maintenant, quand ils viennent nous dire qu'il y a un conflit parce qu'ils étaient des alliés et après ils ne sont plus des alliés, ils ont décidé de mettre des logos ensemble et ils voudraient que nous, on vienne enlever leur logo dans leur cycle originel, nous disons qu'il y a des juridictions qui sont compétentes pour attribuer les logos à chaque parti politique. Ce après quoi, la commission ne fait qu'exécuter ces décisions-là. Mais pour leur adresser cette question à la commission électorale indépendante, je dis que nous sommes incompétents pour en apprécier la quintessence. Eh bien, enfin, venant de vous, qui êtes magistrat, bon, on comprend qu'on peut vous en faire foi. Mais une chose importante, qui est vraiment, pour moi, qui est au cœur du système, Toussaint Alain, nous nous battons ici sur ce plateau concernant la confiance en l'outil CEI. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que le citoyen ait le sentiment que le résultat qui est proclamé est bien l'expression de sa volonté. C'est ça. Est-ce que sur ça, sur la confiance en l'institution, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au moment où nous tirons vers la fin de cet entretien? Est-ce que les Ivoiriens ont-ils des raisons d'avoir confiance ou pas? Est-ce que le fait de ne pas avoir confiance, ça vous gêne? En fait, sur la confiance, comment vous réagissez? Juste des mots, on va compléter celle de la question d'André. Les résultats de samedi 6 mars, on les aura dans quel délai? Dès que l'élection a lieu le 6 mars, le 9, on a les résultats. C'est un peu long, non? À l'heure des technologies. Mais c'est vrai, mais il faut vérifier. La technologie, c'est vrai, mais il faut vérifier. La machine peut se tromper. Donc c'est pour cette raison qu'on vérifie. Souvent, ce sont les hommes qui se trompent. Tout comme les machines, puisque ce sont les hommes qui animent les machines. Très bien. Mais bon, la question d'André, oui. Vous allez répondre à ma question. La question, mais elle est très intéressante, ma question. Oui. La proclamation des résultats dans les bureaux de vote. Moi, je suis à Logoualé. Les résultats sont affichés. Toute la population de Logoualé est censée connaître les résultats. À quoi répond-il qu'on attende Abidjan sur la télévision pour avoir foi en ces résultats? De toute façon, les résultats sont proclamés puisqu'ils sont connus dans l'ensemble des bureaux de vote. Tout ça, ça crée de la suspicion, vous ne pensez pas? Mais c'est la loi qui le dit. Oui. C'est la loi qui le dit, que la proclamation des résultats s'est faite au siège de la commission électorale. C'est tout, c'est la loi qui le dit. Bon, la question d'André, alors La question, alors, on termine là-dessus. Vous savez, la confiance, c'est d'abord subjectif. Mais nous faisons tout pour rassurer les Ivoiriens dans l'accomplissement de notre mission. D'abord, nous associons les partis politiques. Ensuite, nous demandons aux partis politiques d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Ça leur permet de comprendre ce qui s'y est passé. Très bien. Ça, c'est très important pour nous. Et en plus, nous communiquons. Et nous faisons de sorte qu'on indique à la population les voies de recours. La commission peut se tromper de bonne foi. Et on leur dit, si vous n'êtes pas content avec la décision, saisissez le Conseil constitutionnel. Ça aussi, c'est de la transparence. Ça aussi, c'est pour assurer les Ivoiriens. Nous ne faisons rien sans associer les partis politiques. Tout ce qui se passe au niveau du scrutin, au niveau de toutes les étapes, c'est de concert et ensemble avec les partis politiques que nous en déterminons les règles. C'est pour cette raison qu'après cette émission, dans quelques jours, nous allons rencontrer tous les candidats. Très bien. Dans un hôtel de la place, où on va sensibiliser sur le mode opératoire de la tenue du scrutin. On va dire que c'est la grande annonce de cette émission. Vous nous annoncez que dans peu de temps, les partis politiques seront réunis afin Les candidats, enfin voilà, puisqu'il n'y a pas que les partis politiques, tout le monde sera réuni afin justement d'être informé du mode opératoire, des conditions de ces élections. En tous les cas, Monsieur le Président, nous vous remercions de la confiance que vous accordez à cette chaîne, de votre présence ici continue afin d'informer l'ensemble de nos concitoyens. Nous sommes extrêmement honorés de cela. Est-ce qu'il est là, Brice Hano, parce que, évidemment, nous nous sommes incrustés dans son émission, le Live Talk, mais il est déjà là pour... Il est fair play.
Oui, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on le voit? Non, il n'est pas là. Je pense qu'il a préféré... Il est en train de... Il est là. Il est en train de sommeiller dans un fauteuil. Et bon, moi, je vais me permettre de terminer cette émission. Non, il est là, je le vois en face. Où pensez-vous que je suis, M. André Bois? Je regarde avec beaucoup d'intérêt vos débats avec le président de la commission. Donc, je vous passe le relais. Brice Salo, merci de nous avoir reçus. Et c'est à vous pour terminer cette émission. Merci André Bois, merci Alain Toussaint, merci à Monsieur le Président de la CEI, aux équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous, on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau-là pour un autre numéro du Live Talk. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.